Après sa découverte en 1520, Saint-Pierre-et-Miquelon a été victime durant plusieurs siècles de rivalités franco-anglaises. Elles trouveront une issue définitive en 1815, dans le cadre du Second Traité de Paris, par lequel Saint-Pierre-et-Miquelon devient définitivement français. Dès lors, d'anciens habitants, principalement d'origine basque, bretonne et normande, viennent avec leurs familles se réinstaller sur un territoire dévasté par les Britanniques. Dans des conditions de vie extrêmement rigoureuses, bravoure et détermination seront les meilleurs atouts de la population pour résister aux multiples épreuves qu'elle rencontrera. Situé à 4200 km de Paris, mais seulement à quelques milles de la province canadienne de Terre-Neuve, ce minuscule territoire à l'emplacement stratégique étend ses îles sur 242 km². Cette terre sauvage va se développer durant le XIXe siècle, qui sera celui de la reconstruction, de l'émergence d'institutions, de structures administratives et d'enseignement. L'essor économique reposera principalement sur la pêche à la morue. En mai 1916, bon nombre de Saint-Pierrais et de Miquelonnais quitteront l'archipel pour s'en aller rejoindre les forces armées françaises. Dès lors, l'ambiance ne sera pas à la fête pour la commémoration du premier centenaire de Saint-Pierre-et-Miquelon rendu à la France. Et pourtant, les Saint-Pierrais doivent rebâtir leur économie. Tout au long du XXe siècle, malgré sa petite taille, l'archipel va démontrer à plusieurs reprises son importance, en étant perçu comme un gênant petit caillou dans la chaussure des grands États de la planète. À la fin de la Première Guerre mondiale, la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est, on peut le dire, pas bonne du tout. Sur le plan démographique, parce que les jeunes adultes ont été absents pendant 4 ans, et certains sont absents définitivement. Les bateaux ont vieilli, ils n'ont pas pu être renouvelés. Les armements malouins, ou français, ou métropolitains, si l'on préfère, ont abandonné la pratique des goélettes coloniales. Il y a beaucoup moins de bateaux qui viennent faire escale à Saint-Pierre, pour s'avitailler, pour amener la morue pour les usines de transformation, etc. Donc le déclin, il est dû à la guerre, bien sûr, mais aussi à quelque chose qui avait commencé avant la guerre. Après 2 ans d'horreur passés au front, Ronan Mahé est de retour dans son cher pays. Il est désemparé par l'état de l'archipel. Les retrouvailles avec sa cousine Élise ne sont pas sans surprise et vont lui mettre du baume au cœur. Papa m'a dit que tu voulais plus être instituteur. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? En tout cas, c'est pas la pêche qui va me faire gagner de l'argent. J'ai envie d'offrir une vie meilleure à un moment. Voir une gentille femme, faire des enfants, avoir une grande maison et une belle voiture. T'as changé depuis que t'es revenu. C'est normal, la guerre m'a fait devenir un homme. J'ai vu tellement de choses horribles. Ça a brisé quelque chose. Je vois la vie autrement maintenant. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à vous dans les tranchées. Tes lettres m'ont beaucoup aidé. Et alors, il paraît que tu fréquentes? Je vois que les nouvelles vont vite. Oui, je me suis fiancée à Max Lehors. On va se marier. Et alors, qu'est-ce que t'attends à m'emmener le voir? C'est un de mes plus grands camarades de classe. Donc la situation n'est pas bonne, mais miracle, une solution va être trouvée au problème économique pendant au moins un certain temps, c'est la prohibition. En 1920, aux États-Unis, le Volstead Act interdit la production, la vente et le transport des boissons alcoolisées. La prohibition, loin d'éradiquer la délinquance, est au contraire une opportunité pour la mafia. L'alcool est devenu rare et coûteux. Son trafic permet aux fraudeurs de réaliser d'énormes bénéfices. Les distillateurs, au chômage forcé, choisissent l'illégalité.
Ils deviennent des bootleggers à la solde des gangs, qui se livrent une guerre sans merci pour s'octroyer le monopole de la distribution des boissons alcoolisées. N'étant pas concerné par cette réglementation sur les alcools, Saint-Pierre-et-Miquelon a le champ libre et va s'engouffrer sans se poser de questions dans la brèche de cet Eldorado inespéré. La prohibition était tout à fait une opportunité dans le sens où il y avait cette possibilité de transit d'alcool. Il fallait un certain nombre de bases extérieures dans les Bahamas, dans Belize, dans les Bermudes et par la suite Saint-Pierre-et-Miquelon quand les lois ont été changées. Ronan est sûr d'avoir trouvé la solution pour profiter de la situation. Il présente son projet à sa maman, dubitative. Pourquoi est-ce que tu veux m'emmener aux entrepôts Le Horse? Attends, je vais t'expliquer. Regarde, il y a déjà l'électricité. Ben oui. Et alors? Bah voilà, c'est à moi maintenant. Je me suis associé à 50-50 avec Max Le Horse, qui fait partie de la famille maintenant. Et ne t'en fais pas pour l'argent, c'est un copain qui me l'a avancé. Oh, ben à la bonne heure. Et qu'est-ce que tu vas faire là avec cet entrepôt? Mais les louer, maman. Je vais les louer à tous ceux qui ont besoin d'entreposer de l'alcool. Toutes les semaines, il y a des caisses qui restent sur le port. Il y a des pertes, des vols, des erreurs. Moi, je vais organiser tout ça. Mais tu vas travailler avec ces voyous d'Américains? Mais là, t'es complètement fou, mon fils, hein? Mais je ne suis pas fou. Je vais faire des affaires ici, en toute légalité. Et je ne compte pas laisser passer cette chance. Regarde, avec ça, je vais même pouvoir faire un joli petit bar. Pendant la Prohibition, l'archipel tient lieu de plateforme aux contrebandiers et autres gangsters américains, et ce durant 10 ans. Grâce à leur entrepôt, Ronan Mahé et Max Le Horse peuvent stocker des milliers de caisses d'alcool. Les producteurs canadiens et européens ne se privent pas d'utiliser l'archipel comme relais afin de faire entrer en fraude leur production aux États-Unis. Ce marché providentiel incite bon nombre de Saint-Pierrais à devenir acteurs d'une industrie lucrative qui permet le plein emploi. Tout le monde est mis à contribution, y compris la petite sœur de Max, Emma Le Horse. Alors la prohibition a profité un petit peu à tout le monde, mais en grande partie aux mafiosi qui ont été créés à cause de cette opération, aux distilleries canadiennes et étrangères qui ont participé à la vente et l'élaboration des produits, au gouvernement local qui a perçu une taxe de quelques francs par caisse, et à quelques Saint-Pierrais qui ont commerçants, mais surtout à une main-d'œuvre locale telle que les pêcheurs qui se sont recyclés pour être dans la manutention et dans l'entreposage des produits. Il y avait pratiquement jusqu'à 350 000 caisses par mois qui transitaient par Saint-Pierre. Et des télégrammes arrivaient de Montréal où on ordonnait de charger sur tel et tel bateau dans la période du mois où il faisait très noir, et ils essayaient d'échapper à la garde côtière et aux autres instances fédérales qui essayaient d'empêcher les débarquements des alcools. Il y avait toujours un certain nombre de bateaux de prix, mais c'était un très très faible pourcentage en comparaison de du trafic qui existait. Ça faisait partie des dépenses opérationnelles. Asseyez-vous, ça a commencé, asseyez-vous. Allez. Lève mon pote. Ronan, je te présente Eddy. Il vient de Terre-Neuve. Salut camarade. Pareil, c'est toi le roi du pétrole à Saint-Pierre? N'exagérons rien, mais avec mon ami Max, on essaie de s'en sortir. Félicitations, j'ai un nouveau business à New York. Ça t'intéresse? Évidemment. Qu'est-ce que je te sers? Un bonbon. Ah bon. Tiens, tu m'en as les nouvelles. Je te remercie. T'es sûr qu'il est fiable, ton mec là? Attends, tu me connais? Je sais qu'il y a eu des caïds qui sont venus, et j'ai même une photo où ils sont photographiés à l'hôtel Robert sur le perron.
Le nom qui me reste en mémoire, c'est Al Capone. Encore est-il prouvé qu'il soit venu vraiment à Saint-Pierre. Ah, c'est dégueulasse. Tiens, essaye. Oh, regarde là-bas, c'est Al Capone. Non, c'est pas possible. J'en suis sûr, je vois même sa cicatrice. Vite, on va le dire aux parents. Ok, attention. Al Capone, parrain de la mafia de Chicago de 1925 à 1932, restera l'emblème de la prohibition et la figure mythique de la pègre. Quant à sa visite à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle demeure une énigme. À défaut de pouvoir vivre des revenus de la pêche, l'archipel rebondit à la faveur du commerce intensif de l'alcool, qui a constitué pour les Saint-Pierrais une manne aussi opportune qu'inespérée, autant profitable qu'éphémère. L'argent coule à flot durant ces 10 ans d'Eldorado, permettant à Saint-Pierre-et-Miquelon de se remettre en mouvement. La population retrouve dans son ensemble du travail et s'offre une existence plus satisfaisante. Les infrastructures de l'archipel se modernisent. La banque de Saint-Pierre-et-Miquelon devient l'un des acteurs du redéploiement de l'économie locale, du commerce et de l'artisanat. La vie quotidienne s'améliore sur bien des plans, telle la téléphonie qui profite de l'avancée des techniques nouvelles ou la fourniture plus fiable d'électricité par le biais d'un équipement plus puissant de la centrale. Hélas, le bien-vivre recouvré des Saint-Pierrais, de Ronan et de sa famille se termine de façon dramatique. L'ambitieux jeune homme aurait dû écouter sa mère lorsqu'elle lui recommandait de se méfier de ses relations, car la réussite est parfois victime de la concupiscence. Ronan! Ronan! Hey, Ronan! Quel fumier t'as fait ça? À la fin des années 20, les États-Unis sont en plein marasme financier. La montée en puissance du crime organisé et les problèmes de santé liés aux alcools frelatés ajoutent à la gronde. La prohibition est montrée du doigt et inévitablement, le bon sens populaire l'emporte. Au mois d'avril 1933, par le 21e amendement, les États-Unis suppriment la prohibition. Alors c'est à la fois parce qu'on s'est aperçu qu'elle avait été inefficace ou peu efficace, mais aussi parce que les États-Unis venaient de changer de président et de tendance politique. Le président Hoover, républicain, ayant cédé la place à un démocrate, Franklin Delano Roosevelt. Je m'en occupe. Et laissez les filles, je vais terminer. Vous pouvez y aller. À Saint-Pierre-et-Miquelon sonne le glas. Terminez les dollars qui coulent à flot. Les entrepôts ferment. Les bateaux quittent le port. Les bars se vident. L'archipel retrouvera-t-il un jour pareille prospérité? Max, lui,
ne se remettra jamais de la disparition tragique de son ami Ronan et vivra jusqu'au bout dans la repentance. Ici, c'est terminé maintenant. Fini le temps du bon business. Si tu voyais ça, mon ami, on est tous broyés par la fin de la prohibition. Tiens, celle-là. Capone, ben, il l'aura pas. Je m'en veux. Tu savais comme je m'en veux pour tout ça. Évidemment, cette décision américaine ne fait pas l'affaire de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, puisque voilà une source de revenus et d'activités que l'on pouvait croire inépuisable, elle avait quand même duré 13 ans, qui disparaît d'un seul coup. Et comme on n'a plus l'activité morutière, puisqu'elle s'était cassé la figure depuis la Première Guerre mondiale, l'archipel se retrouve à nouveau en difficulté. Les Saint-Pierrais ont peur, mais l'histoire se bouscule et ne leur laissera que peu de répit. Et la guerre est arrivée et elle va redonner un nouveau lustre à l'archipel en raison de ce qui va s'y passer en 40-41. Les appétits expansionnistes et hégémoniques de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon engendrent en septembre 1939 un conflit impliquant la majorité des nations du monde. La guerre a, c'est évident, une résonance néfaste pour Saint-Pierre et Miquelon. Néanmoins, certains hommes, tels que Max, y voient l'opportunité de révéler leur courage. Ronan est mort depuis 6 ans. Son ami, toujours en recherche de rédemption, continue de lui rendre visite régulièrement. Ça y est, Ronan, c'est décidé. Je m'engage. J'aurais attendu d'avoir 43 ans pour faire quelque chose de bien dans cette putain de vie. Puis si j'y reste, j'aurai eu que ce que je mérite. Je t'en supplie, pars pas. Mais je le dois à Ronan. C'est ma faute, il s'est fait assassiner. Ce que tu racontes. Je t'aime, moi. Moi aussi, ma toute douce. Alors on t'attendra. De nombreux autres et vaillants Saint-Pierrais défendent la patrie et affrontent la cruauté des combats. Pour Max, la guerre est courte. Il est rapatrié au bout de quelques mois, victime d'un éclat d'obus. Il est désormais au cœur d'un mouvement gaulliste qui se développe autour des anciens combattants de Saint-Pierre. Les patriotes essaient de capter les ondes courtes pour entendre le général de Gaulle. Quoi? Mais parle plus fort, ça grésille. Mais Emma, viens donc nous aider, bon sang. On essaye de capter Londres. Bon, allez, je raccroche. Ah, j'y arrive pas. Mais change bien de zone, là. Calmez-vous. Oh. Chut. J'ai entendu quelque chose. Puis j'y vois rien. Malheureusement, et malgré tous leurs efforts, non, on l'aura pas. Max et ses amis, pas plus que les autres Saint-Pierrais, ne réussissent à capter l'appel du 18 juin 1940. L'archipel se trouve dans une situation un peu ambiguë, si j'ose dire. Il fait partie de l'ensemble nord-américain des colonies françaises, qui dépendent de l'amiral Robert qui se trouve aux Antilles et qui obéit au gouvernement de Vichy. Les Américains ont promis qu'ils ne changeraient pas le statu quo des possessions françaises en Amérique. Donc l'amiral Robert, il a une mission de garder Saint-Pierre et Miquelon au gouvernement de Pétain. Il est appuyé par une petite minorité
sans doute des commerçants, le milieu ecclésiastique, mais il a contre lui la majorité de la population. La majorité de la population, d'abord, il y a de nombreux anciens combattants qui veulent rester fidèles à la France. Il y a des tentatives pour demander à De Gaulle d'intervenir. Il y a même une tentative de plébiscite pour demander l'avis de la population. Et on sent bien qu'il y a là un hiatus entre les autorités officielles et la majorité, qui d'ailleurs va se trouver confortée par les événements suivants. Ça vient, ça vient. Il faut se dépêcher quand même. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon, Max, tu peux y aller. Vas-y. Mon général, nous vous implorons encore une fois, nous sommes sans nouvelles. Venez rendre la vraie France à Saint-Pierre et Miquelon. Les Saint-Pierrais veulent retrouver leur liberté. Fin du message. On va y arriver. J'espère qu'il va nous entendre. L'ambiance était dure parce qu'il y avait deux clans. Les gaullistes et les vichyards. En France, on dit les vichistes, mais ici, on disait les vichyards. Il y avait des luttes, des bagarres. Même au sein de l'école, les élèves entre eux, ton père est un vichyard, le mien est un gaulliste, et puis ça se tapait dessus. Mais parce que les enfants répercutaient ce qu'ils entendaient chez eux. Il y avait des tracts qui étaient distribués la nuit, ou des panneaux, des graffitis sur les murs, faits par les gaullistes. Je vais l'accrocher là. Elle n'est pas tout à fait sèche. Oh Ouais, c'est pas mal, mais bougez-vous les baguettes parce qu'il faut que tout soit prêt pour ce soir. Hein. Faut rester discret, c'est dangereux ce qu'on fait. De toute façon, quand on lutte pour la liberté, on n'a peur de rien. Avec ça, je suis sûre qu'on va mobiliser les Saint-Pierre. T'as raison, on va en placarder partout. Vive de Gaulle! Vive de Gaulle! L'archipel est dans une situation géostratégique très importante. D'abord, et c'est le point fondamental, il est sur la route des convois qui approvisionnent la Grande-Bretagne en venant de l'Amérique du Nord, que ce soit du Canada ou des États-Unis. Il est sur le trajet, il est du côté américain, et c'est à la fois une possibilité de surveillance, de contrôle de ces convois qui vont aller ou qui vont d'Amérique en Europe, en passant par le Nord, mais ça peut être aussi une porte d'entrée pour les puissances de l'Axe, enfin pour les Allemands si on veut être plus clair, une porte d'entrée, on est à l'embouchure du Saint-Laurent, et évidemment, il y a un risque. Alors ce risque est accru par la présence à Saint-Pierre d'un émetteur radio à assez longue distance, radio onde courte, et qui, s'il tombait aux mains des Allemands, pourrait leur servir justement à guider leurs sous-marins et à repérer peut-être plus facilement les convois maritimes des Alliés. Donc, on comprend que d'abord ça crée un souci aux Anglais, mais encore plus aux Canadiens, parce qu'eux ils sont juste à côté. Et ils ont même envoyé au printemps 41 une mission pour voir un peu ce qu'il en était de ce radioémetteur. Il n'y a pas eu de suite, mais on sent bien que ça intéresse du monde. Simplement, on ne sait sans doute pas comment régler le problème, puisqu'officiellement, le statu quo doit être maintenu, c'est ce que disent les Américains, alors que certains de leurs alliés, Canada ou Anglais, aimeraient sans doute bien que le statu quo disparaisse au profit d'une implantation nettement plus favorable aux alliés. Emma, viens voir l'émetteur. On va le régler. Allume-le. Un peu de quartz. Tu avais raison, Max. Le Canadien n'est pas là par hasard. Je l'ai surpris plusieurs fois à espionner. Pour moi, il cherche l'émetteur. J'ai une idée pour le planquer le temps qu'il se fatigue, l'officier. Éteins-le. Allez, aidez-moi.
Débranche-le. Allez. Le problème de Saint-Pierre-et-Miquelon devient de plus en plus urgent, parce que la guerre dure, hein, et la guerre est dure en plus. Les Canadiens ont finalement obtenu un accord, au moins de surface, d'intervenir pour mettre la main sur le fameux radioémetteur. C'est sans doute cet élément qui a peut-être poussé le général de Gaulle à anticiper cette action canadienne. D'où la mission de l'amiral Muselier. La mission de l'amiral Muselier est très simple. Ça consiste à anticiper sur l'action des autres et d'arriver le premier et de s'emparer, entre guillemets, de l'archipel. Alors, il arrive avec 3 bateaux, la Conite, la Lys et le Mimosa, et un sous-marin qui s'appelle Surcouf. Bon. Débarquement, et le 25 décembre, le Père Noël est là. Quand les Français libres sont arrivés, toute la population a été étonnée. On se demandait qu'est-ce que c'était que ces bateaux qui arrivaient. Tout le monde courait sur les quais et on avait peur que ce soit les bateaux qui viennent de Martinique, que ce soit l'amiral Robert qui vienne occuper Saint-Pierre. Parce que les Américains et les Canadiens avaient des vues sur Saint-Pierre. Ils voulaient venir occuper. Et puis... on était très contents quand on a vu que c'était les bateaux, quand on a vu la Croix de Lorraine, que c'était les bateaux de la France libre qui arrivaient. Ça a été un Noël superbe. Ça risque pas. Et pourquoi pas? T'imagines pas tout ce qu'il a fait? Écoutez, il y a l'amiral qui vient nous rendre visite. L'amiral, c'est pas Vas-y, possible. il est sur le quai, on m'a dit qu'il venait nous rendre visite. C'est ça quoi? Là, il la voit. Je l'entends. Il faut se mettre au garde à vous. Pas besoin, on n'est pas des militaires. L'amiral Muselier. Repos. Vous êtes Max? Affirmatif, amiral. Je suis fier de vous, les amis. Je viens de lire la lettre du général de Gaulle aux habitants des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon et je tenais à vous la lire personnellement. Veuillez dire à la population des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, si chère et si fidèle à la France, toute la joie que la nation ressent à les voir libérés. Saint-Pierre-et-Miquelon reprend vaillamment avec nous et nos braves alliés le combat pour la liberté de la patrie et pour la liberté du monde. Vive la France! Vive la France! Les autorités vichistes sont devant le fait accompli. L'amiral Muselier confie à son aide de camp, Alain Savary, le rôle de gouverneur. Et pour faire bonne mesure, et pour qu'on soit bien sûr que c'est bien la volonté des Saint-Pierrais, on organise un vote. Alors, le vote est sans bavure. Près de 800 oui à la présence gaulliste à Saint-Pierre-et-Miquelon, une quinzaine de non, et environ 200 votes blancs ou nuls. Et quand on sait qu'en plus, une partie des Saint-Pierrais n'a pas pu voter parce qu'ils étaient mobilisés ou engagés volontaires, il n'y a aucun doute que c'est la quasi-unanimité de l'archipel qui est pour le changement de statut, pour se ranger aux côtés de la France libre. La France est en train de sauver l'honneur grâce au général. Faut arroser ça, Renan. J'espère que ça te rendra plus heureux là-haut. Alors, bien entendu, les Américains ont eu du mal à comprendre la première fois. Le secrétaire d'État Cordell Hull a dénoncé cette action entreprise par des soi-disant Français libres, et il n'a pas eu le soutien de l'opinion américaine, qui a trouvé qu'au contraire, c'était très bien. Il a été désavoué, et finalement, l'archipel fait désormais partie de la France libre. Les Saint-Pierraises, elles aussi, sont fortement engagées dans la lutte. J'avais 18 ans et avec ma sœur Henriette, qui est partie en Angleterre, elle après, on s'est engagé, on a signé un engagement pour la durée de la guerre. Et beaucoup de jeunes filles ont fait pareil. Et puis moi j'ai fait du secrétariat et après j'ai fait du service de l'information pendant quelques temps. On captait les nouvelles à l'écoute sur les radios. On n'était pas bien équipés, mais il fallait faire un bulletin de nouvelles pour le soir. Et puis après, de là, je suis partie au secrétariat de l'amiral. Et puis ensuite, le commandant de la marine m'a appelée pour être chiffreuse.
Donc on m'a envoyé avec une autre collègue à Washington pour être chiffreuse jusqu'à la fin de la guerre. Pour la première fois au cours de ce siècle, Saint-Pierre-et-Miquelon est vraiment entré, je dirais, dans l'histoire de France. Parce que Saint-Pierre-et-Miquelon a été, grâce à l'amiral Muselier, a été le premier territoire de la République à être libre et à se déclarer libre. Donc c'était extraordinaire. Et je crois qu'à l'époque, les Saint-Pierre et les Miquelonais ne se sont pas rendus compte véritablement du pas qu'ils venaient faire dans l'histoire. Et que cette histoire jamais ne s'effacera. Ce qui fait d'ailleurs qu'on se sent tellement français, même si on est très nord-américain, on est français. Puis je crois que mes enfants ont le tempérament du français, mes petits-enfants aussi, et je pense pas que ça changera demain. La guerre prend fin en Europe le 8 mai 1945. Le 2 septembre de la même année, l'Empire du Japon est la dernière nation de l'Axe à reconnaître sa défaite. Les premiers soldats saint-pierrais rentrent au pays le 24 novembre. Ils sont aussitôt rendus à la vie civile. Y a quelqu'un? Hola, cousin. Yannick! Ah, qu'est-ce que je suis content de te voir. Et moi, donc. Et quand Mère va savoir ça? Allez, on arrose ça. Ah, tu dois en avoir des choses à raconter. Ah, pour sûr. Mais trinquons d'abord. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire de cet entrepôt maintenant? Max doit trouver une nouvelle idée. C'est grâce à la grande pêche qu'il va bientôt pouvoir redonner un avenir à son entrepôt. Le frigorifique, construit durant la Première Guerre mondiale comme base d'approvisionnement des armées, n'avait jamais vraiment trouvé sa justification jusqu'aux années 50. À partir de 1952, le frigorifique a vraiment été un des moteurs de l'économie locale et a employé des centaines de personnes. Il achetait, il traitait le poisson de la petite pêche, des petits pêcheurs en Doris. Et puis par la suite, des chalutiers locaux ont été achetés. Et pour la première fois, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon se sont mis à la grande pêche, donc vraiment à bord de grosses unités, avec pour la première fois la production de filets congelés, une véritable usine de traitement. Donc cette usine du frigorifique, plus précisément la SPEC, donc la société de pêche et de congélation, elle va fonctionner jusqu'en 1974. C'était la première fois qu'une usine employait une centaine de femmes à la fois. Et c'était très important. Ça a boosté le pouvoir d'achat de Saint-Pierre. Ça a généré énormément d'emplois à tout niveau, aussi bien dans les domaines de la pêche, puisque Saint-Pierre s'est équipé durant ces années avec des chalutiers modernes de l'époque. Chose que nous n'avions pas auparavant. Ensuite, ça a créé aussi de l'activité à terre pour les commerçants, pour les gens les consignataires qui s'occupaient de tous ces bateaux. On avait même un dispensaire espagnol qui s'occupait des marins espagnols blessés, des dentistes espagnols, et aussi une activité nocturne que l'on ne peut que regretter, puisque Saint-Pierre avait pas moins de 25 bistrots, 10 ou 14 boîtes de nuit. Il y avait quand même plus de 20 000 marins qui mettaient pied à terre à Saint-Pierre dans ces années-là. Oh. Salut. Qu'est-ce qui t'amène? Je vais récupérer ma pompe. Ouais. Là voilà ta pompe. T'as vu dans quel état elle est? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoute, est-ce que tu pourrais m'en commander une autre? Ok. C'est bon papa, je vais le faire. T'as vu ma fille? Même si la pêche c'est un métier d'homme, elle a le caractère des Loors. Elle a tout pour réussir quand elle prendra ma succession. C'est bon papa, va te reposer. Alors, on reprend le même modèle. Max, il y a deux problèmes. Déjà, un problème avec un client, et aussi il manque de l'argent. Il manque 10 francs et 25 centimes. Alors, vous êtes sûr? Et puis il y a un problème avec le client du Cap-Vert. Ouais, mais c'est où le Cap-Vert? C'est là. Ah ouais. Pour la seconde fois durant le XXe siècle, l'archipel traverse une ère de grande prospérité, fruit du remarquable labeur des Saint-Pierrais.
Cette période d'abondance, dite de la Grande Pêche, positionnera les îles Saint-Pierre et Miquelon comme étant un pôle international des ressources halieutiques. L'expansion du trafic commercial entraîne une nouvelle étape de modernisation de l'archipel, à commencer par la construction d'un nouveau port en mesure d'accueillir des bateaux du monde entier. L'accroissement de la demande en électricité oblige à un renforcement des installations de production par EDF, qui prend en charge l'exploitation du réseau îlien en 1978. Les équipements routiers sont rénovés. Quant à l'aéroport, bâti à la fin des années 40, il permet à la compagnie locale Air Saint-Pierre de mettre en place des liaisons pour Halifax et plus tard Montréal. L'accès de Saint-Pierre par le ciel et l'amélioration des télécommunications participent au désenclavement de l'archipel et lui confèrent une plus grande ouverture sur le monde. Max et Élise viennent de fêter leur 71 printemps. Par habitude, ils continuent à travailler à l'entrepôt. Mais ce 15 juillet 1967, la journée s'annonce inoubliable. Attends, t'es encore là, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Allez, laissez tomber tout ça. Allez, tata, tonton, allez. Alors, le général de Gaulle est arrivé ici sur un navire de guerre en route pour l'Expo 67 à Montréal, où il a été question dans son fameux discours du Québec libre. Alors, il a fait escale pour la journée à Saint-Pierre. Et pour laisser sa trace, je dirais un peu en guise de remerciement pour son accueil d'abord, et puis aussi en guise de reconnaissance pour tout ce que Saint-Pierre avait fait pendant la dernière guerre. Il a dit « Je vais vous donner un chalutier ». Et on l'a appelé le Croix de Lorraine. Durant son allocution, De Gaulle rappelle la posture admirable que tint l'archipel durant ces années de guerre, symbole et preuve que la France restait indépendante. Il souligne également le rôle central de Saint-Pierre et Miquelon, seul territoire français situé en Amérique du Nord. Le général de Gaulle doit vous dire que pendant la dernière guerre, Saint-Pierre et Miquelon a joué dans notre histoire, dans l'histoire de notre libération, un rôle magnifique. Il y a eu ici le symbole. Il y a eu aussi la preuve de l'indépendance française. Élise a quitté ce monde il y a 3 ans. Depuis, c'est sur 2 tombes que Max se rend régulièrement. Celle de sa défunte épouse et toujours sur celle de Ronan. Saint-Pierre-et-Miquelon devient contre son gré le 101e département français. Le président Malgré leur grand âge, Max et sa sœur Emma gardent toujours un œil bienveillant sur Georgette, qui a vaillamment repris le flambeau. De tous les territoires d'outre-mer. Ce oui est contraint. Écoute, regarde un peu la télé là. Sous la lourdeur administrative. En tant que département, Saint-Pierre-et-Miquelon doit appliquer toutes les lois françaises. Ça veut dire quoi tout ça, Georgette? Tu comprends rien? T'inquiète pas, Tata, c'est bon pour l'archipel, ça. Ce sera peut-être plus difficile pour la pêche. Le 19 juillet 1976, Saint-Pierre-et-Miquelon devient département d'outre-mer. Néanmoins, ce nouveau statut de territoire de l'Union européenne, promotion symbolique, est mal accueilli par les Saint-Pierrais, notamment parce que l'instauration d'un cordon douanier européen perturbe l'économie locale, qui ne peut plus fonctionner librement avec l'Amérique du Nord et contribue à l'augmentation du prix des denrées. De plus, l'activité morutière est gravement menacée. Toutes les nations du monde sont venues sur les grands bancs, comme si c'était une fontaine sans fond. Il y a donc effectivement, avec les méthodes de l'époque, un risque de surpêche. Il est bien évident que de leur côté, les Canadiens vont
estimé qu'il y a un très gros risque de surpêche, alors que les armateurs Saint-Pierret ou Malouin vont dire mais si, la morue, il y en a, on sait où la trouver, etc. Tout commence par une période probatoire ou transitoire. Pendant 10 ans, 76 et 86, il est prévu un moratoire franco-canadien. On négocie en coulisses, mais les choses restent en l'état. Bon. Donc là, c'est une période de calme, une période de préparation. Chacun affûte ses arguments, jusqu'au jour où les négociations, on voit bien qu'elles échouent, c'est en 86, et à partir de là, va s'enclencher alors un processus en 2 épisodes majeurs. 88, où c'est l'affrontement entre la France, Saint-Pierre compris, et le Canada. Et ensuite, l'année suivante, c'est le problème du partage de ce qui reste entre Saint-Pierre et la France, et plus particulièrement Saint-Malo. Concrètement, il y a 2 mois sensibles, vraiment très sensibles dans l'année 88, c'est le mois de février, le mois d'avril. Le mois de février où les 2 principales personnalités politiques de l'archipel, le député Gérard Grignon, le sénateur Albert Penn, vont mener une grève de la faim pendant plusieurs jours. Le deuxième épisode, au mois d'avril, est beaucoup plus violent, puisque un chalutier de Saint-Pierre, le Croix de Lorraine, bien nommé, va mener une opération de pêche que les Canadiens jugent illégale. Vous êtes présentement en violation de la loi canadienne sur la pêche. Nous vous ordonnons d'arrêter de pêcher et d'arrêter votre navire immédiatement. Alors bien sûr, pas les Saint-Pierret. Eux, ils jugent que c'est légal, qu'ils ont le droit. Le Croix de Lorraine a à son bord 17 marins, un équipage de 17 personnes, et ont embarqué également 4 élus de Saint-Pierre. Et le Croix de Lorraine est arraisonné par la marine canadienne. C'est quasiment la prison pour les membres de l'équipage et les élus. Et là, pendant quelques jours, c'est un affrontement qui va très loin, puisque la France rappelle son ambassadeur au Canada. Ça finit par se régler. Mais ça a été un moment difficile qui est resté dans les mémoires, y compris sur les années qui suivent. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette nouvelle commande? On augmente. Oui, on augmente. Écoute, Georgette, on est à combien là? 100 kilos par mois. On aimerait bien passer à 150? 150, ouais. Mais juste en été. Seulement les mois Ouais, d'été, oui. juste les mois d'été. D'accord. Par contre, Georgette, on aimerait te demander une petite faveur. Je regarde ce que je peux faire. C'est la Cour suprême qui jugera l'affaire. En attendant, les inculpés sont conduits à 10 km de Je peux te faire 10%. base militaire. Mais elle est pas jeune, cette télé. Bah tu connais les leurs. Ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes rendus compte, et je crois qu'il vaut mieux que la réalité éclate, que le gouvernement français n'est pas décidé à troubler ses bonnes relations avec le Canada pour défendre nos droits de pêche. Nous sommes un pot de terre entre 2 pots de fer. Finalement, la France paye une caution de 440 000 $ et la première audience est fixée en octobre. Sans triomphalisme mais avec dignité, les bateaux regagnent l'archipel. Les marins se disent pourtant écœurés et les élus déçus. 9 mois plus tard, première audience à Gander, la décision tombe. Les 44 marins sont libérés de toute accusation. La caution est restituée à la France. Et les 6 inculpés qui restent, à savoir 2 marins et 1 parlementaire par bateau, ne sont plus tenus d'assister aux audiences. Bravo les gars, on va leur montrer qui on est, hein. Bravo. Le juge se déclare incompétent sur le fond du dossier. Il reste alors 2 solutions. Après cette passe d'armes qui, une fois de plus, a mis en exergue le caractère bien trempé des Saint-Pierret, la vie sur l'archipel a repris son cours habituel. Chacun est retourné à son labeur avec le sentiment d'avoir mené un juste combat. Mais au fond, le monde de la pêche a bien compris que quoi qu'il advienne de l'arbitrage new-yorkais, c'en est bien fini des années de grande prospérité. Le sort des Lehors et de toute la population était probablement même déjà scellé depuis longtemps. L'actualité de cette journée, c'est encore, vous vous en doutez,
les conséquences du résultat du tribunal de New York. La zone exclusive française offrirait tout au plus 6% des captures réalisées dans la zone initialement revendiquée. Ah ben j'en étais sûr. Ce putain de gouvernement français, il a fallu qu'il lâche tout aux Canadiens. Et qu'est-ce qu'on va venir de la flotte de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la... L'arbitrage de New York, ça consiste à dire, bah oui, Saint-Pierre va avoir une zone exclusive de 200 000, puisque c'était la règle internationale, mais 200 000 de long sur 10 000 de large. C'est ce qu'on appelle la baguette française, ou le tuyau. Quand on revoit ça sur une carte, c'est tout à fait ridicule. Ça ressemble à rien. Cet arbitrage a été confirmé par la Cour internationale de la Haye, et depuis, la pêche est quasiment interdite dans le secteur. Je peux vous dire que nous avions ici à terre comme en mer, nous avions des gens d'une valeur professionnelle absolument exceptionnelle. Les marins connaissaient parfaitement leur travail. Ils savaient où aller pêcher, comment pêcher, à n'importe quelle époque de l'année. Dès lors, Max a compris les conséquences de cette humiliation, synonyme de misère annoncée. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté... Ça a été véritablement un séisme pour l'économie locale. C'est la raison d'être des îles qui va disparaître en 92. L'arbitrage de 92 semble clôturer un problème territorial maritime. En réalité, tout le monde sait bien, et on le savait à l'époque, que derrière le territoire maritime, de surface et de pêche, il y a aussi le problème du territoire du fond des mers. Et moi j'ai beaucoup entendu parler des probabilités de gisements pétroliers du côté du Labrador et de Terre-Neuve, enfin pétroliers ou gazeux, hydrocarbures en tout cas. Il semble bien que ça a été un des éléments forts de la politique canadienne. Salut mon copain, voici les dernières nouvelles. C'est comme si je me retrouvais 60 ans en arrière. Encore une fois, rien ne va plus à Saint-Pierre. Je me demande toujours, Ronan, si tu m'as pardonné depuis tout ce temps. Parce que moi, je m'en veux toujours. Et puis tout ça, ça m'a tellement fatigué. Je n'en peux plus. Mais je peux bien te l'avouer maintenant. Justice a été faite. L'activité de la pêche, qui portait en elle la justification même de l'existence d'un établissement humain sur ce caillou, soumis à des conditions naturelles difficiles, est crucifiée. Ainsi, à un certain moment, le Canada a-t-il pu apparaître comme une entité hostile à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la raison pour laquelle Max ne s'est plus senti la force de faire face à de nouvelles épreuves. Je m'appelle Emma Lehorst et j'ai 84 ans. Même si je n'ai pas d'enfant, je pense à tous les Saint-Pierrais et Miquelonais qui vont continuer de bâtir notre île, qui vont continuer à se battre pour que cet écrin marque de son empreinte et à son avantage l'histoire du XXIe siècle.
en regardant un peu l'histoire générale que Saint-Pierre-et-Miquelon a joué dans l'histoire, volontairement ou non, un rôle beaucoup plus important que on pourrait croire compte tenu de son étendue et de sa population. Je pense à certaines villes françaises qui se glorifient d'avoir fait ceci ou cela. On pourrait dire que rarement autant d'événements importants ont eu lieu dans un aussi petit territoire. Et c'est tout à la gloire de Saint-Pierre-et-Miquelon.